Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce webinaire sur la partie application web. L'idée ici est de vous proposer un overview pour vous expliquer comment il faut assurer une sécurité efficace dans ces registres. Pour cela, nous allons aborder différents sujets. Dans un premier temps, on va se présenter, NXO. On verra dans le cœur de la présentation quels sont finalement les défis dans le cadre de la protection des applications web. Nous verrons ensuite pourquoi c'est si difficile d'assurer une protection efficace des applications web. Et enfin, nous aborderons les solutions, c'est les solutions donc pour permettre de se protéger efficacement. Donc, qui sommes-nous? Alors, Enixo est une société de services à haute valeur technologique qui est capable de vous aider à gérer la complexité et vous apporter un accompagnement dans la durée. Vous apportez des méthodes et process pour gérer les évolutions dans le temps et vous apportez des garanties de service. Donc c'est vraiment une société qui s'engage de bout en bout, comme vous voyez ici, dans cette slide. Et en fait, ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est d'être présent à la fois sur le build et le run, et on travaille en mode projet comme une société de service. Donc voilà, on va vous conseiller dans tous vos choix. Concernant nos métiers et services, la mission d'Enexo est d'accompagner ses clients dans la transformation digitale à travers de 3 métiers qui sont l'infrastructure digitale, la communication et collaboration, et enfin la sécurité, voilà qu'on voit ici. Donc notre offre de service, elle couvre l'ensemble du cycle de vie des solutions, ça va du conseil, de la conception, de l'intégration, du déploiement, et ainsi que la maintenance et l'exploitation, que ce soit sur site et à distance. Nous apportons de la flexibilité dans les modèles et délivrons nos solutions sur site en mode cloud public, privé, hybride. Et nous avons des offres de services opérateurs dans le domaine des trafics voix, données, internet et sécurité. Donc finalement, NXO adresse des clients qui vont de la PME au grand compte international, tant dans le domaine du privé que du public. Au niveau de notre présence, comme vous voyez sur cette carte, nous sommes présents un peu partout en France. On a 40 implantations. Et on a en tant que compétence 80 consultants et pour la partie sécurité, on a 30 spécialistes de sécurité qui sont représentés par les points orange. Alors, si on se focalise sur notre offre de sécurité, euh, donc avec nos points de présence en France, on couvre tout le territoire et on a, grâce à cela, on a vraiment une relation de proximité forte avec nos clients. Et la majorité de nos équipes travaillent dans des services en ligne ou sur site. Et nous investissons fortement sur la formation de nos équipes pour maintenir des niveaux de certification très élevés. Et comme vous le voyez ici, notre offre de sécurité est en 3 blocs. La partie conseil audit, la partie intégration, qui est le cœur de métier de Nixo, et la partie sécurité managée. Enfin, pour l'offre sécurité complète, on couvre différents champs des possibles, comme vous voyez ici, avec l'infrastructure, le Next-Gen Firewall par exemple, la partie endpoint qui est aussi appelée antivirus, la partie chiffrement, les accès distants, la visibilité avec des solutions de gestion de log, de SIEM, la partie données, la partie service internet, protection web, protection email, orchestration, la partie applicative, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la partie cloud, aussi bien que ce soit du public, privé, les solutions de type CASB, et enfin, pour terminer, la gestion d'identité avec différentes solutions. Abordons maintenant le cœur de la présentation, c'est la partie de sécurité des applications. Nous allons d'abord voir les enjeux dans cette protection des applications web. Alors, tout d'abord, la problématique à comprendre, c'est de d'abord définir ce que c'est qu'une application web. Et pour définir une application web, il faut distinguer une application du web. Alors, historiquement, en fait, avant l'arrivée d'Internet, il n'y avait pas du tout d'application web. Il n'y avait que des applications natives, appelées logiciels ou simplement applications.
Ces applications étaient pour Windows, pour macOS, pour Linux, etc. Puis les applications natives ont commencé à utiliser Internet pour échanger des informations entre plusieurs clients. Le courrier électronique est un exemple et continue d'être au centre de nos communications dans la vie de tous les jours. Pour le coup, là je parle des webmails par exemple. Et contrairement aux applications natives, les applications web ne sont pas installées sur les ordinateurs. Ça, c'est le point important, mais ils se trouvent sur des serveurs web. Donc, ce qui fait que le seul prérequis pour les utilisateurs est d'avoir un navigateur web, logiciel finalement qu'on retrouve installé par défaut avec tous les ordinateurs, tablettes et mobiles. Donc, ce qui rend l'aspect très pratique d'une application web. Voilà. Enfin, l'omniprésence du web a poussé beaucoup d'entreprises à remplacer finalement leur logiciel maison par des applications web, et ce dans tous les domaines. Finalement, les applications web, elles règnent en maître pour les applications grand public, mais aussi pour les applications métiers. Et c'est là que c'est extrêmement important de se protéger pour cette partie-là. On prend l'exemple de Salesforce, qui est une application très connue, Workday, pour la gestion des ressources humaines, ou Jira, pour la gestion de projets, suivi de bugs, gestion des incidents. Donc finalement, une application web métier est une application hébergée sur un serveur client, accessible depuis Internet via un navigateur. Parlons maintenant des avantages d'une application web métier. Finalement, la force d'une application web métier, c'est sa simplicité. Simplicité, simple, parce qu'elle reprend finalement les standards du web, c'est-à-dire qu'elle est directement accessible depuis un site web et répond aux habitudes de consommation du web, finalement, des usagers, des internautes. Ça fait bien longtemps que ce genre de situation, ça existe maintenant. C'est d'autant plus simple, et cette simplicité, elle réside aussi dans l'aspect accessibilité, le déploiement et l'entretien de l'application. Puisque comme c'est des applications web, c'est moins lourd à gérer que les solutions de type bureautique. Et dans cet aspect-là, il y a l'aspect cloud aussi qui procure finalement des facilités de stockage, d'entretien et de montée en charge pour les entreprises. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages d'une application web métier, c'est ça qui le rend si populaire aujourd'hui. Au-delà de ça, nous allons donc commencer par quels sont les défis de sécurité pour les applications web. Il est vraiment essentiel de le prendre en compte au niveau de la sécurité. On voit ici, comme je l'ai écrit, que les applications web est le principal vecteur d'attaque. Top exploit vector, on pourrait dire en anglais. En examinant comment les hackers cherchent à entrer dans votre entreprise et à attaquer votre valeur, ils se tournent finalement vers votre application web. Tout simplement parce que ces applications web, elles peuvent être ciblées depuis n'importe où, puisque c'est du web. Donc beaucoup d'entreprises en possèdent en plus, et la majorité d'entre elles sont en plus vulnérables. Donc je répète, elles sont vulnérables, il y en a beaucoup d'entreprises qui en ont, et en plus on peut les cibler n'importe où, absolument c'est du web. Donc en plus de cela, d'après un rapport de Positive Technology, 100% des applications analysées contiennent des failles de sécurité. Donc c'est vraiment une opportunité pour les hackers d'obtenir des informations auprès des entreprises. Donc, typiquement la fuite de données par exemple. Donc, les conséquences, comme je viens de le dire, c'est la fuite de données pour l'entreprise, mais aussi des pertes de revenus. Et enfin, dernier point, un impact sur l'image pour la société qui se fait attaquer. Donc c'est vraiment les attaques contre les applications web ont des conséquences absolument désastreuses, comme bien je le citais ici. Et ça, les hackers, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris que finalement, c'est un point d'entrée pour obtenir les données de l'entreprise et atteindre l'image. On comprend mieux avec ce que je viens de dire que la sécurité de l'application est essentielle, et cette sécurité, elle passe par la sécurité applicative. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que l'investissement en termes de sécurité se fait principalement au niveau réseau et très peu au niveau applicatif.
Donc il y a une nécessaire redéfinition des priorités. Pourquoi? Parce que l'investissement se fait au niveau réseau, alors que les attaques se font au niveau applicatif. C'est ça le souci. La plupart des dépenses, voilà, sont faites sur le périmètre réseau. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Il faut revoir les priorités et que la sécurité applicative doit être au centre des préoccupations, puisque c'est au centre des nouvelles menaces et des intrusions récentes. Ça, ce qu'on voit ici, ce sont des données qui sont tirées du Gartner, donc qui permettent de voir clairement qu'on peut avoir des soucis à se faire si on ne se protège pas au niveau applicatif. Prenons quelques exemples, disons 2 exemples. Finalement, il y a pas mal d'attaques au niveau applicatif. Un des exemples, c'est le Citibank, qui avait eu lieu il y a quelques années maintenant, puisque c'était en 2011. Et cette société avait été attaquée par force brute force, via une injection SQL. Et la société Citibank avait enregistré une perte de 2,7 millions d'euros. C'était quoi? C'était finalement les informations personnelles de 360 000 personnes, enfin de ses clients finalement, ont été récupérées par les hackers. Bon, après, ça reste à relativiser par rapport à l'importance de cette société qui est immense, puisque finalement, en temps de vol de données, il s'agit de 1% de l'ensemble des détenteurs de cartes, puisque c'est des cartes de crédit que fait Citibank, hein. Donc ça reste à relativiser, mais toujours est-il qu'il y a quand même une conséquence financière de 2,7 millions d'euros. Plus récemment, il y a l'aéroport de Marseille, là c'est février 2019, donc là c'est tout récent. Et qu'est-ce que propose ce site web? Finalement, sur le site de l'aéroport de Marseille, les clients peuvent réserver des places de parking et aussi des entrées en salon VIP. Voilà, ce genre de choses qu'ils ne sont pas capables de faire sur ce site. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, des données bancaires et personnelles de clients du site marchand de l'aéroport ont été dérobées. Comment ça a eu lieu? Simplement, le vol des données avait lieu au moment de l'achat d'une place de parking. Et entre la validation et le paiement, il y avait un pop-up qui détournait l'internaute du paiement sécurisé. Après, au-delà de ces 2 exemples, on peut citer d'autres choses qui sont passées cette année, comme Sephora à Singapour, en juillet 2019. Il y a eu une brèche de données. Plus ancien, assez connu, il y a eu Sony, c'est comme Citibank, c'est-à-dire qu'il y a eu une injection SQL qui a fait qu'il y a une énorme fuite de données qui a été connue mondialement. Voilà pour les exemples. Après cet quelques exemples caractéristiques, nous allons voir les différentes attaques, l'évolution des attaques. Et donc c'est vraiment si on s'intéresse à comprendre comment les hackers parviennent à s'introduire et attaquer les données sensibles au travers des applications web, en fait on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs types, hein, et ça a connu une évolution pour y parvenir. Alors, à l'origine, les hackers s'attaquaient à la source. En effet, ils examinaient votre site web pour savoir comment ils pouvaient attaquer directement avec une attaque qui s'appelle déni de service ou, ou une attaque par injection. C'est les 2 types d'attaques. Euh, En fait, l'attaque par déni de service, c'est quoi? C'est une inondation du réseau dans l'optique d'empêcher son fonctionnement. En fait, on envoie des milliards de données, ce qui a pour conséquence finalement un blocage, un non-fonctionnement. Dans l'exemple de l'injection SQL, il s'agit pour le hacker de pouvoir accéder à la base de données, en fait, via un formulaire. On voit ici le formulaire. Et en tapant un code d'injection, il va pouvoir déclencher un accès vers la base de données. Donc ça, c'est donc typiquement pour l'injection SQL, les ingénieurs qui développent doivent travailler et s'assurer qu'ils développent une application sécurisée et bien architecturée pour empêcher ce type d'attaque. Deuxième vague d'attaque, là l'idée était d'élargir les attaques via des attaques mutualisées,
On peut citer par exemple les attaques de déni de service, donc DDoS. C'est-à-dire que le principe, c'est que ça provient de divers bots à travers le monde qui vont permettre d'attaquer un site web. Donc finalement, un attaqueur va prendre le contrôle de différents ordinateurs d'individus, hein, et ces bots, donc ces ordinateurs, ils vont pouvoir attaquer et être de manière très très puissante puisque de très nombreux ordinateurs vont attaquer ce site web. Juste avant, on a vu le DOS, et là on voit le DDoS, donc l'attaque mutualisée, c'est un peu différent. Juste pour information, voilà, le DDoS finalement, c'est une attaque qui sont réalisées via des botnets ou un réseau de terminaux, alors que le DOS c'est généralement réalisé à l'aide d'un script ou d'un outil DOS. Donc c'est un petit peu différent, les attaques mutualisées ont plus de puissance, comme vous voyez ici, c'est assez logique puisqu'il y a plus d'ordinateurs, en termes de conséquences et de type d'attaque. Les vecteurs d'attaque d'une application web sont très variés, on en a vu quelques-uns, on a vu notamment l'injection SQL tout à l'heure. Et j'en profite pour parler de l'OWASP. Finalement c'est un projet des plus célèbres. L'OWASP c'est une organisation qui signifie Open Web Application Security Project. C'est une organisation à but non lucratif dont sa mission principale consiste à proposer aux internautes des solutions de sécurité pour l'utilisation d'applications web. Et parmi les différents projets de l'OWASP, il y a ce top 10 des failles les plus fréquemment utilisées à des fins malveillantes. Donc voilà, c'est le l'OWASP top 10. Et ce classement finalement, comme on voit ici, il a que peu évolué au cours des dernières années. Et dans l'idée, le pirate informatique, il va examiner la possibilité de casser votre site web, et dans l'optique d'accéder aux données. Et donc, aujourd'hui, avec ce top 10, il s'agit de se protéger, de se prémunir parmi ces différentes attaques. On voit ici l'injection, on l'a vu tout à l'heure. En deuxième, on voit le Broken Authentication. Finalement, c'est une gestion incorrecte de l'authentification ou du suivi des sessions. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une compromission de mot de passe, de clés, de jetons d'authentification, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Donc là, pour le coup, il faut absolument se protéger contre ces différents éléments. Deuxième chose, les attaques par bot. Finalement, on l'a vu tout à l'heure en partie, des personnes fictives, donc les bots vont utiliser votre application web pour vous attaquer. Donc là, c'est un petit peu différent tout à l'heure, où là, c'était du DDoS. Mais là, c'est une attaque par les bots, hein. Donc ils vont utiliser votre application pour vous attaquer, ils vont collecter donc, des informations à partir de votre site web, ou éventuellement les utiliser et effectuer des transactions sur votre site web de manière difficile à détecter. Troisième type d'attaque, les web skimming attaques, c'est-à-dire le piratage des cartes bleues finalement. Dans ce cas, ils vont pas forcément voler les données, mais plutôt agir sur l'utilisateur, l'internaute, hein. C'est un peu le principe du man in the middle, dont l'idée c'est pour voler des informations sur les identités, pouvoir récupérer des numéros de carte bleue, qui sont toujours donnés sur des formulaires, et ça aura forcément un impact déjà sur l'image, donc il faut bien bien protéger les informations clients. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement complexe de se protéger. Voyons maintenant pourquoi ces applications web sont, même si on a abordé un petit peu, sont extrêmement difficiles à se protéger. Donc la première des choses à se demander, c'est pourquoi est-ce important? Tout simplement car les fuites de données continuent aujourd'hui de se produire. On le voit. On le voit par rapport à ce sondage qui avait été réalisé par Forrester auprès des décisionnaires en sécu. Et on voit qu'il en ressort que les attaques sont finalement très très fréquentes. Alors on voit ici combien de fois estimez-vous avoir été attaqué, piraté. Il y a quand même 20% qui disent avoir leurs données sensibles attaquées, compromises de 3 à 5 fois, 15% 2 fois, et on atteint même plus de 25 fois en un an pour 2% des cas. C'est vraiment la question de savoir mais comment on en est arrivé là. En réalité, protéger l'application, on commence à le voir, hein, c'est assez complexe, car elles sont nombreuses, mais surtout elles sont très très variées.
En fait, il y a les vieilles applications, les legacy, l'application métier, les web apps, les API pour web application. Donc elles sont variées et en plus de cela, il y a un nombre de risques et de vulnérabilités. Ça, c'est lié notamment au développement. Alors, voyons maintenant d'où viennent ces attaques. 45% finalement des personnes interrogées affirment avoir subi une attaque. Et dans le cadre d'une attaque externe, on voit qu'il y a 38% qui proviendraient d'une attaque web, d'une application web, et 41% de la vulnérabilité logicielle. Donc c'est vraiment les deux attaques majeures qu'il faut retenir. C'est quand même impressionnant. C'est finalement les deux raisons principales, la vulnérabilité logicielle et les applications web. En fait, la sécurité des applications est en cause depuis plusieurs années, donc c'est pas quand même quelque chose de nouveau non plus. Et ça reste, comme on l'a vu, la méthode d'attaque numéro 1 pour les attaques des auteurs malveillants. Il y a beaucoup de failles, et l'attaquant, c'est s'en prenant une web application, il pourra obtenir toutes les données qui s'y trouvent, même si les données sont chiffrées. C'est assez surprenant, mais comment c'est possible? Tout simplement parce que l'application elle-même a toujours des droits d'accès de données en clair. Donc c'est ça. Et l'attaquant va donc chercher à entrer dans le réseau de l'entreprise par l'intermédiaire des applications web. Et tant que c'est possible aujourd'hui de craquer une application au de données, ce type d'attaque finalement elle sera toujours importante. Alors la grande question maintenant. Alors, le premier élément, c'est effectivement la sécurité du code. Il s'agit de travailler à ce niveau-là. Et là, il faut avoir une pensée pour la security by design. L'intégration de la sécurité, elle doit intervenir à chaque étape du cycle de développement. Et ça va se matérialiser de plusieurs manières, plusieurs méthodes. Donc finalement, la meilleure défense consiste en fait à rendre nos applications plus fiables. Donc il faut travailler dès le processus de développement. Et si on veut traduire la sécurité by design, il s'agit en fait de minimiser la surface d'attaque, partir de la méthode du moindre privilège, c'est-à-dire de ne pas donner accès à tout. Un accès ne doit pas donner tous les accès dans le sens administrateur. Il faut définir une défense en profondeur par différentes couches de protection. Mais là, il s'agit dans un premier temps, au niveau développement, d'assurer que le code source de son application, de son site web, c'est-à-dire qu'il soit propre, qu'il soit bien conçu pour éviter toute attaque. Pour le coup, une des méthodes pour réaliser tout ça, c'est de faire du pré-release scanning, c'est-à-dire de scanner le code tout au long du processus de développement. Ça va permettre de faire de la remédiation. Mais aujourd'hui, le problème majeur, c'est que les développeurs ne sont pas sensibilisés à écrire du code sécurisé. Et pourtant, le développeur a un rôle très important, un rôle clé, et il est souvent sous-estimé, ce travail. Alors, par le développeur en lui-même déjà, soit parce que c'est par désintérêt, soit c'est par manque de temps, pour réaliser convenablement une application, c'est ça que ça prend du temps, la sécurité. Et les bonnes pratiques, les règles de codage sont là pour blinder le code. Bon, bien entendu, le développeur n'est qu'un des éléments de la chaîne de sécurité, car au-delà du code, si les serveurs où sont déployées les applications ne sont pas à jour, le code a beau être propre, les failles seront toujours là. Bon, c'est pas un hasard d'ailleurs si on répète mois après mois qu'il faut mettre à jour les serveurs, les modules avec les dernières versions, et surtout les patchs de sécurité. On en parle souvent, à tous les niveaux, même pour le grand public, il faut être à jour. Donc il s'agit de ne pas diser aussi en production des versions en fin de support ou obsolète. Ça, ce serait idiot. Donc finalement, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que un scan
va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Cependant, ça reste insuffisant. Tout ça, ça va permettre quand même de se pencher sur les problèmes les plus critiques, c'est quand même important. Mais la plupart du temps, il y a un problème de temps. Finalement, il faut résoudre tous les problèmes de sécurité, tous les problèmes de vulnérabilité. Donc ça prend du temps et la plupart du temps, c'est gérer les failles les plus critiques. Ça nécessite aussi un test récurrent dans le processus de développement et il faut utiliser plusieurs technologies. Voilà, donc c'est assez complexe. Bon, j'aimerais vous dire que finalement il existe une solution unique, un seul outil pour protéger contre toute attaque. Malheureusement, c'est pas le cas. Et nous devons donc utiliser plusieurs technologies différentes pour pouvoir protéger complètement vos applications sur le web. Le premier exemple, c'est la protection DDoS. Alors, il s'agit de se protéger contre les attaques de type DDoS comme vu précédemment, hein, les attaques volumétriques. On peut citer par exemple l'attaque de GitHub en 2018 qui avait quand même été une attaque de plus de 1,3 terabits par seconde. Toujours est-il qu'à cette époque, il y avait quand même une infrastructure élastique, merci le cloud, et ils avaient une bonne protection, ils avaient pu gérer et minimiser les dégâts. Mais bon, si vous n'avez pas ce type de protection, cela peut coûter très très cher, le cloud peut coûter très cher effectivement, plus vous avez une utilisation, plus ça coûte, hein. Et dans règle générale, une attaque DDoS typique, le cybercriminel il va commencer tout d'abord par prendre le contrôle de nombreux systèmes informatiques à l'aide d'un malware, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, et il va créer ensuite un serveur de type command and control, il va donner une directive, ils vont aller les botnets, et il va donc ordonner toutes ces attaques. On voit ici sur la gauche trois types d'attaques. Les attaques de trafic, qui sont les plus courantes, elles constituent finalement envoyer un immense volume de paquets TCP UDP à la cible. Ainsi les requêtes légitimes sont perdues. Ces attaques peuvent être effectuées via l'exploitation de malware. Ça c'est la première attaque. Les attaques de type bande passante qui consistent à surcharger la cible de données inutiles. Et ça a pour conséquence de provoquer une perte de bande passante et des ressources qui sont indispensables au fonctionnement de l'application web. Et là, c'est en conséquence de quoi il y aura un déni de service. Et enfin, les attaques d'application qui consistent à envoyer des messages en grand nombre à l'application ciblée pour consommer des ressources, rendant finalement indisponibles les ressources du système. Sur la droite de cette slide, j'ai mis un rapport tiré du Forrester, le dernier, qui montre quelques marques qu'on voit ici dans les leaders. On voit Arbor Network, Radware, Impervar, etc., etc. Donc pour donner un ordre d'idée sur les différentes technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Deuxième partie, la partie Web Application Firewall. Alors la partie Web Application Firewall, c'est une technologie qui est assez mature. Qu'est-ce que c'est? C'est un type de pare-feu qui protège le serveur d'application web contre diverses attaques. Le WAF va garantir que la sécurité du serveur web n'est pas compromise. Comment il va faire ça? Il va examiner les paquets de requêtes HTTP et HTTPS et les modèles de trafic web. Alors ça c'est une très très bonne technologie, mais il faut bien comprendre qu'il vaut mieux se faire accompagner parce qu'il est important de bien configurer les règles à ce niveau, sinon ça ne sert pas à grand chose en fait. Ces pare-feux applicatifs web ont été globalement été adoptés après 2006, lorsque la norme PCI DSS pour les cartes, l'industrie des cartes bancaires, qui avait exigé finalement la protection de l'environnement applicatif de production. Et donc ça a poussé, ça a incité l'explosion de ce type de solution. Et d'un point de vue technique et en se référant au modèle OSI, les firewalls traditionnels, on pourrait en parler effectivement, ils vont agir sur les trois premières couches physiques à la couche réseau, alors que les Web Application Firewall, ils vont agir sur la septième couche, la couche applicative.
Donc c'est ça qui va distinguer le firewall traditionnel du Web Application Firewall. Donc là j'ai remis sur la partie droite les différentes technologies tirées du Gartner qui sont de septembre 2019, donc qui sont assez récentes. Vous voyez ici, en tant que leader, il y a deux solutions qui sont Akamai et Imperva. Je vous ai remis la définition, protection des applications web publiques et internes contre attaques de bots, les attaques par injection et des services, sur la partie gauche. Ce qui est à noter également, c'est que ces Web Application Firewall disposent souvent de protection contre le DDoS et contre le bot. C'est des solutions qui sont souvent déjà intégrées, donc c'est à noter. Pour terminer sur la partie Web Application, il y a plusieurs modes. Il y a lors des en fait, il faut bien comprendre que lors des premières intégrations, les WAF sont déployés en mode monitoring, en mode apprentissage finalement, passif. Donc finalement, ils vont juste apprendre, mais ils vont rien bloquer. Dans l'optique finalement, de ne pas perturber le bon fonctionnement des flux de production. Ça, c'est la première étape du firewall. Il y a également la sécurité négative. Donc le principe, c'est tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. C'est le principe des listes noires, sécurité négative. Et enfin, donc finalement, c'est assez simple à mettre en place, pas très performant non plus, puisque c'est basé sur des vulnérabilités connues. Et enfin, la sécurité positive, dernier élément. La sécurité positive, ça peut être sur le principe de liste blanche, c'est beaucoup plus complexe, c'est un très haut niveau de sécurité. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, la plupart des clients, on dénombre 90% des clients, utilisent le modèle de sécurité négative. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, moins performant, moins perturbant. Et que comme les clients ont finalement une attente essentielle qui est de minimiser les faux positifs, les fausses alertes, ils préfèrent avoir une sécurité négative. Parlons maintenant de la partie bot management. Alors, j'ai parlé pas mal des bots tout à l'heure, mais pour y revenir 2 secondes, il y a différents bots, c'est des robots web. Alors, dans le bot management, il y a les chatbots, il y a des extracteurs, en fait, des extracteurs web qui sont des applications logicielles qui vont exécuter des tâches automatisées sur Internet. Alors ça, c'est pas forcément pour attaquer, hein. Donc les bots peuvent être utilisés à des fins très variées, peuvent être parfois bienveillants d'ailleurs, comme par exemple Googlebot, ou parfois malveillants, et extraire des pages web. J'en ai cité 3, le chatbot, le crawler, le taskbot. Donc là on l'a vu, le chatbot, bah, ça peut être des chatbots, on les rencontre régulièrement. Si vous allez par exemple sur les sites de type SFR ou autre, vous pouvez poser des questions et il va vous répondre automatiquement. Enfin, il y a le crawler, on l'a vu pour le Googlebot, qui va analyser les pages web pour le référencement, et les taskbots. Donc les bons bots, ils vont avoir un objectif d'améliorer l'expérience client. C'est ça les bons bots. Malheureusement, il y a aussi les mauvais bots. Et ça, c'est des éléments qui viennent de Imperva sur la répartition du trafic web et entre les bots, les bons bots, les mauvais bots et les humains. Et c'est très intéressant de constater que les humains, finalement, ne représentent que 62% du trafic web. Alors, ça dépend des statistiques, évidemment. Là, aujourd'hui, dans ces éléments-là, on voit que le bad bot représente déjà 20%, ce qui est quand même gigantesque. Et pour expliquer pourquoi les bots, ça peut poser un problème, c'est que finalement le trafic, alors ça peut être très important, donc ça a une influence finalement principaux sur le site web d'un client. Alors d'un point de vue commercial, les mauvais bots, eh ben, les extracteurs web vont tenter de voler du contenu numérique, des données sur les stocks, les tarifs et autres informations confidentielles. Et enfin, les bots peuvent aussi servir à la prolifération de spam par formulaire, etc., etc. Et deuxième impact,
Ce sera la charge informatique. Le trafic supplémentaire finalement lié au bot malveillant va alourdir inutilement l'infrastructure informatique, et ce qui va avoir pour conséquence que ces bots vont ralentir la performance du site et peut alors porter un préjudice aux utilisateurs légitimes. Autre statistique que j'ai tirée de là aussi d'Imperva, c'est la répartition de ces bad bots selon les verticaux. On voit ici que la plupart des industries les plus touchées sont le secteur financier, ticketing, education, etc. Donc il n'y a pas le même impact finalement selon les différents verticaux. Et le bot management va aider finalement les clients, enfin les entreprises à mieux gérer l'impact des bots sur l'activité et leur infrastructure. Donc une solution de bot management va fournir aux entreprises tous les éléments pour mieux gérer la diversité des bots qui accèdent quotidiennement à leur site. Donc le bot management va examiner les signatures des bots, les traiter indépendamment les unes des autres et prendre des mesures visant à limiter l'impact de ces bots malveillants. Voilà ce que fait le bot management. Ici, je vous ai remis également des informations sur le Forester pour vous montrer que là aussi il y a pas mal de solutions. Il est à noter que Distil Network, qui est leader d'après Forester en bot management, a été racheté par Imperva. Pour le coup, qui se retrouve quand même avec pas mal d'avance dans les différents segments que j'ai présentés jusqu'ici. Finalement, on arrive à la fin de cette présentation, et pour retenir en quelques points de manière très très synthétique, que pour une bonne protection au niveau applicatif, il faut penser Security by Design au niveau développement, avec tous les éléments, le scan récurrent, le bon développement au niveau du développeur lui-même. Associé à cela, il faut une protection DDoS, prévoir du bot management et, pièce essentielle, le Web Application Firewall. J'en arrive à la fin de cette présentation. Écoutez, merci de votre attention. Si vous avez des questions, soit vous passez par le formulaire du site internet ou éventuellement en passant par cet email contact@nxo.eu. Merci de votre attention.